Le respect est très important, très important. Sans le respect, on n'a rien. Ok, sans le respect, on n'a rien. Je sais qu'en Afrique, généralement, on priorise le droit de naissance. Je suis plus grand que toi. Tu es mon petit frère. Qui est ton petit frère? Tes petits frères sont dans votre maison. C'est là-bas où sont tes petits frères. Mon petit frère, je considère que tu es mon petit. Non, quand vous voyez les gens, il faut les vous voir. C'est pas ton ami. Même si tu as les cheveux gris, tout ça, c'est pas ton ami. Quand tu as déjà vu quelqu'un appeler Macron petit, c'est mon petit frère. Tu as déjà vu il faut arrêter ces bêtises. Parce que généralement, quand on a créé C'est mon petit frère, c'était nimbé d'une lueur d'affection. C'était censé avoir de l'affection, mon petit frère. Mais ce n'est pas avec ça que vous utilisez. Ce n'est pas avec l'affection. Quand vous appelez des gens petits frères, c'est pour les diminuer. Ce n'est jamais par affection. Ah, mon jeune frère, ce n'est jamais par affection. C'est parce que tu veux établir la dynamique de la conversation. Je suis ici, toi tu es là. C'est ça, on vous connaît. Je vous connais tellement, ça fait peur. Le respect est important. Le respect est réciproque. Le respect ne va pas du dessus vers le bas. Le respect va et revient et va. Sinon, il n'y a pas de respect. L'Algérie vient de révoquer l'accès privilégié aux aéroports et aux ports. Accès privilégié révoqué aux aéroports et aux ports. À qui? Aux diplomates français actuellement. Incroyable. Il y a montée de tension entre l'Algérie et la France. On revoque l'accès privilégié aux diplomates. Généralement, vous vous posez la question de savoir... Les diplomates, généralement, quand ils arrivent dans un pays, ils ont beaucoup d'avantages, beaucoup de privilèges. Mais dans ce cas, l'Algérie vient de révoquer ces privilèges des diplomates français. Et on verra tout de suite de quoi il s'agit. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, je vous demande s'il vous plaît de faire ça. Faites ça s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait. Merci, on y va. Le respect est important. On va voir ce que c'est. Cette mesure de représailles est faite après que Paris ait décidé de restreindre les déplacements des diplomates algériens en France. Donc, Paris a restreint les déplacements des diplomates en France. Et à cause de ça, l'Algérie vient de dire désormais, nous aussi, on va vous punir en révoquant votre accès privilégié aux aéroports et aux ports algériens. Le ministère algérien des Affaires étrangères a indiqué que sur une base de principe de réciprocité, nous retirons toutes les cartes d'accès privilégiées aux membres du personnel de l'ambassade de France en Algérie. Alors, c'est quoi ces cartes? Ce sont des documents officiels délivrés par le ministère des Affaires étrangères du pays hôte. Donc, le pays hôte délivre des cartes. Et ces cartes sont remises au personnel de l'ambassade ou au personnel consulaire et à leur famille. D'accord? Ce sont des cartes de privilèges. Elles confèrent plusieurs avantages techniques. Par exemple, immunité diplomatique. Quand on a cette carte spéciale, c'est pour démontrer son immunité diplomatique. Il y a aussi exonération fiscale. C'est-à-dire vous ne payez pas les taxes. Immunité diplomatique, je n'expliquerai pas, c'est aussi simple. Il y a eu beaucoup de cas ici où les diplomates ont cogné quelqu'un. J'ai vu dans un pays ici, je pense que c'est au Burundi, cogner quelqu'un et tout ça. Mais bon, on n'a pas poursuivi le monsieur parce que c'est un diplomate. La personne est morte. Bref, c'est ça le pouvoir qu'ils ont. Ils ne payent pas les taxes. Il y a aussi la liberté de circulation. Il y a aussi procédure douanière simplifiée. Donc, dans les accès, par exemple, de zones sécurisées, dans les aéroports, comme les files VIP, les aéroports ou des bâtiments gouvernementaux, une personne ayant cette carte peut facilement entrer. Alors, l'Algérie a décidé niet. Alors, comme je disais précédemment, ils ont dit que c'était en réciprocité parce que la France a fait... Encore, on parle de respect, là. La France a fait quelque chose à l'Algérie et c'est la raison pour laquelle l'Algérie réagit. La France a publié une liste, les amis, une liste de 800 personnalités algériennes politiques, administratives et militaires. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit désormais, ils sont interdits d'entrer dans le territoire français. Vous n'entrerez plus, sauf s'ils disposent d'un document officiel valide, par exemple, ordre de mission. Alors l'Algérie dit, mais comment vous avez bloqué nos gens comme ça? Vous, à cause du droit de naissance, c'est pour ça que vous pouvez faire ça. Je vous rappelle ici que l'Algérie a été colonisée par la France. Donc normalement, comme beaucoup de pays afro-francophones, ils devraient avoir une bonne relation. Mais ce n'est pas le cas parce que la colonisation française en Algérie a été très brutale. On a tabassé, tué, meurtri, violé les femmes comme pas possible. D'ailleurs, avant la libération totale de l'Algérie, après la Deuxième Guerre mondiale, après l'acquisition de la bombe atomique par les États-Unis et l'Angleterre, la France voulait aussi une bombe atomique. Les États-Unis n'étaient pas pour cette histoire, ils ne voulaient pas donner la technologie à la France. Parce qu'ils disaient, si vous avez besoin de protection, on vous offrira la protection. Mais le général de Gaulle n'était pas tout à fait d'accord. La France a commencé ses propres démarches d'accueillir des bombes atomiques. Et ils ont eu besoin de faire des exercices, évidemment. Et ces exercices, ces tentatives, ces explosions se sont fait où, d'après vous, en Algérie? On a explosé plusieurs endroits, plusieurs sites souterrains. Et à la fin, ça fait beaucoup de dégâts. Maintenant, plusieurs années plus tard, l'Algérie n'a jamais donné la liste des sites où ils ont fait leurs essais nucléaires. Parce que vous le savez, après explosion nucléaire, il y a des effets, des répercussions, des choses qui arrivent sur des humains. Alors dans ce cas, il faut répertorier où est-ce qu'on a fait ces explosions pour éviter la présence humaine
de peur qu'il y ait des dégâts physiques. Et l'Algérie a demandé à maintes reprises que la France donne cette liste de sites où on a fait ces essais. Ils n'ont jamais donné ça aux Algériens. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts qui arrivent. Ça, ce n'est que pour parler du passé. Alors, ce qu'on sait, évidemment, ici, il y a plusieurs choses. Mais on va essayer de tirer certains points essentiels. Le premier, c'est l'expulsion diplomatique après un scandale d'enlèvement. En effet, en avril 2025, 3 ressortissants algériens, dont un employé du consulat d'Algérie à Créteil, ont été arrêtés en France. Pourquoi? Pour enlèvement et détention arbitraire de Amir Boukour. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Amir Boukour, c'est un monsieur algérien vivant en France depuis très longtemps, critique du gouvernement algérien, qui racontait beaucoup d'histoires sur le président, qui dévoilait beaucoup de moments de dépenses illicites et injustifiées du gouvernement ou des membres du gouvernement algérien, des diplomates, dans des salles de Gucci, de Louis Vuitton, les choses complètement absurdes. Il a dénoncé ces histoires. Et apparemment, il était recherché par le gouvernement algérien. Et ils ont fait de demandes de transfert. La France a refusé de le faire. Et comme la France a refusé de le faire, ils ont essayé de kidnapper le monsieur, le renvoyant en Algérie de force. C'était pour lui offrir des gâteaux, on se pose la question, point d'interrogation. Apparemment, il y a eu quelques véhicules de police, apparemment. Quelques véhicules de police ont arrêté le monsieur. Il s'est arrêté, c'était après qu'il découvrit que c'était pas la police. Ça, c'était un coup de haut niveau. Il se servait de la voiture de police française pour enlever un monsieur. Pendant l'enlèvement, il y a eu complications. Ils étaient en incapacité pour quelconque raison de l'emmener en Algérie. Et c'est après investigation qu'on découvrira qu'il y a un diplomate reconnu de l'ambassade de l'Algérie en France qui faisait partie de cette histoire. Et on l'a expulsé. C'était un choc. C'était incroyable. Nous savons aussi qu'entre l'Algérie et la France, il y a un grand désaccord, un grand désaccord diplomatique qui est nourri par la position de la France sur le Sahara occidental. Le Sahara occidental, c'est là, a été colonisé ou protectorat espagnol jusqu'en 1975. L'Espagne se retire. Le Maroc décide de vouloir prendre l'emprise du Sahara occidental et faire partie du Maroc parce qu'il pense que le Sahara occidental devrait faire partie du Maroc. Le Sahara occidental, en tout cas une petite partie, ne voulait pas faire partie du Maroc. Et c'est là qu'ils se sont levés pour se battre. Et avec ça, ça a été très difficile. Et la France a soutenu le plan d'autonomie du Maroc. Et je pense, bien sûr, en premier lieu, au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. La France a pris part pour le Maroc, tandis que l'Algérie milite pour le référendum d'autodétermination soutenu par le Front Polisario qu'elle appuie. Donc, les rebelles, ce qui sont perçus comme rebelles au Sahara occidental, sont soutenus par l'Algérie. Pour le reste, le Maroc. Donc, les Marocains et les Algériens, ils ne s'aiment pas trop, en effet. C'est ça. Il y a aussi eu un moment où la France a expulsé 120 ressortissants algériens, sous obligation de quitter le territoire français. Et l'Algérie a rejeté de revoir ou d'accepter ces demandes. Il a dit non, on ne rejette pas les gens comme ça, on n'accepte pas. Ils ne doivent pas être ici, ils doivent rester en France. Donc la France a rejeté des gens, voulu expulser des gens qu'ils ont considérés algériens. L'Algérie a refusé. Pourquoi? L'Algérie a refusé d'accueillir des personnes sans lien réel avec l'Algérie. C'est-à-dire il y a des gens parmi eux qui sont nés en France, ils ont connu toute leur vie en France. Donc 98% de leur vie a été vécue en France. 2% nulle part ailleurs. Comment ils vont rentrer en Algérie? Pour être où? L'Algérie dit ces citoyens sont binationaux ou ont perdu la nationalité algérienne. Elle estime qu'elle ne doit pas prendre en charge des personnes condamnées et enfin des gens condamnés pour des délits en France. Ouais, voilà pourquoi on vous dit que vous ne pouvez jamais vraiment redevenir français. Vous allez en France, vous commettez un délit, on vous rappelle petit, Dieu sénégalais, il faut rentrer là-bas. Même si tu es... L'Algérie a dit non, on peut prendre ces gens ici, on ne les prendra pas. Ils ont commis des délits en France et alors là que vous vous rappelez qu'ils ont des arrière-grands-parents algériens, on ne l'acceptera pas. Alors pensez-vous que l'Algérie a raison ou tort? Enfin, essayer de kidnapper une personne dans un pays étranger, sous parapluie de la diplomatie, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Et aussi, pensez-vous peut-être que la France essaie son esprit de paternalisme, néocolonialisme en train de continuer à pousser? Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport de force ou le respect de se situer quelque part? Où ils ont tous les deux raison de soutenir leurs propres intérêts? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Au Bénin, les amis, il y a un truc très intéressant qui se passe. Le Bénin a officiellement invité 2 pays membres de l'AES, l'Alliance d'États du Sahel. 2 pays membres participaient au défilé du 1er août célébrant 65 ans d'indépendance. 2 pays membres, pas beaucoup, seulement 2 pays. 2 pays, c'est qui? C'est le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ou le Burkina Faso et le Mali. On ne sait pas, point d'interrogation. 5e anniversaire, évidemment, cette invitation intervient dans un contexte où les relations entre le Bénin et les pays de l'AES ont été tendues depuis le coup d'État au Niger
en 2023. L'invitation marque une tentative de rétablir les liens diplomatiques, même limités. Donc le président du Bénin essaie de rétablir la connexion, qui a été coupée pour des raisons complètement absurdes. Vous savez, quelquefois vous faites des erreurs. Moi je pense que faire les erreurs, c'est pas un problème. Le problème, c'est comment vous rectifiez les erreurs. Là, c'est plus important. Okay, déjà, inviter 2 pays de l'AES pour faire partie de cette histoire est une très bonne chose. Il y a l'enjeu sécuritaire régional. Donc malgré les tensions politiques, le Bénin fait face à des menaces terroristes au nord du pays. C'est une évidence, personne ne va s'en échapper. Et la coopération avec les États du Sahel est envisagée comme un élément vital à la stabilité de la région. C'est important d'avoir des bonnes collaborations avec le voisin. C'est important pour sa sécurité. Même si le Bénin reste aligné avec la CEDEAO, cette démarche montre une volonté de dialogue pragmatique avec le régime en place pour faire mieux dans des enjeux communs comme le terrorisme. Mais moi j'ai un problème ici. Le problème c'est qu'on a invité 2 pays de l'AES. Comment 2 pays de l'AES? C'est difficile. Si vous invitez 2 pays, c'est quel pays qui banque? 3e pays qu'on ne veut pas qu'ils viennent là, c'est lequel? Est-ce que vous pensez que l'AES va partir et laisser le 3e pays? En tout cas, les responsables diplomatiques de l'AES avaient signé un contrat disant dans tout ce qui concerne l'AES, ils seront tous ensemble pour éviter la division. Okay? Ils seront tous ensemble. S'il y a une négociation avec les CEDEAO, ils doivent être tous représentés. Pas de négociations directes avec un seul pays. C'est 3 pays à la fois. Et puis quand vous invitez 2, vous laissez un. Ça crée un problème. Ça crée la séparation, diviser pour régner ou quoi. Enfin, c'est ce que les gens négatifs diraient à l'égard de cette proposition. Ce n'est pas de l'intérêt du bon peuple béninois que je connais. Je sais que ce n'est pas le peuple béninois qui fait cette décision, c'est l'autorité. Mais vous êtes à 3, on invite 2. Est-ce que vous allez partir? Vous êtes 3 filles, 3 amis, on invite 2. C'est très difficile. C'est très difficile. L'idée est bonne. Chercher à recueillir tout le monde, chercher à retrouver la paix, c'est une très bonne idée, mais inviter 2 personnes sur 3, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. L'Algérie résiste à la France. Si vous jetez, vous jetez. Nous, on jette aussi. Donc, si vous bloquez, on bloque. Vous bloquez, nous bloquons aussi. C'est ça le respect essentiel où vous pensez que l'Algérie a quand même abusé en cherchant à kidnapper un monsieur à l'étranger. Le Bénin invite l'AES, mais c'est aussi 10 jours pour trouver de solution, sinon c'est la pagaille. En fait, précédemment, il disait 50 jours. Je vous donne 50 jours pour trouver un deal. Car il aime parler de deal. 50 jours pour signer un deal. Maintenant, ça ne sera plus 50 jours. Ça ne sert plus à rien. D'attendre 50 jours, c'est passer le temps inutilement. C'est 10 jours ou rien. J'ai fixé une nouvelle date limite d'environ 10 ou 12 jours à partir de maintenant. Il n'y a aucune raison d'attendre. Monsieur Trump s'adresse à monsieur Vladimir Poutine. Ceci évidemment arrive après que Trump eut fait quelques voyages en Europe et eu quelques discussions avec les leaders européens. C'est-à-dire, monsieur Trump, on se rappelle un tout petit peu ici. Il y a quelques temps avant d'arriver au pouvoir, disait Joe Biden était le président le plus ridicule du monde de vouloir continuer cette guerre en risquant une 3e guerre mondiale qui pèterait tout le monde. Si moi, Trump, j'étais président, jamais on ne serait arrivé. Aujourd'hui, c'est le même Trump qui parle. Un Trump qui, au départ, parlait de manière très poussante à l'égard de Zelensky, disant que Zelensky est un charlatan qui se fait beaucoup d'argent à chaque fois qu'il voyage aux États-Unis d'Amérique et gagne la sympathie des démocrates. Avec moi, ça ne se passera plus. Le même Trump qui a arrêté d'envoyer les armes à Zelensky, aujourd'hui dit, Monsieur Poutine, je vous donne 10 jours. Après 10 jours, si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, vous en subirez les conséquences. Le président américain Trump a fixé lundi un nouveau délai de 10 à subir les conséquences. C'est comme si tu parlais à ton petit là. Petit, si tu essaies, tu vas subir les conséquences. Si tu fuis les classes, tu vas subir les conséquences. C'est comme ça qu'on parle à un président? Je sais pas, dites-moi. Cette déclaration souligne une frustration croissante de la part de Trump. Normal. Avant l'arrivée de Trump, il a promis en 3 jours, il finirait la guerre, n'est-ce pas? Deuxièmement, Trump, c'est quelqu'un d'égocentrique. C'est quelqu'un de mégalomane. C'est une personne qui veut à chaque fois soutenir ce qu'il dit. C'est-à-dire, quand j'ai promis quelque chose en tant que Trump, je dois réaliser. Il a promis de finir la guerre en 3 jours. Arrivé au pouvoir, ça fait plus de 3 jours. Affirmer pouvoir mettre fin à cette guerre Ukraine et Russie en 24 heures. Oui. Comment? Je connais bien Zelensky parce qu'il a été honorable lors du faux appel téléphonique, la première mascarade de destitution. Ils ont dit que je lui avais passé un coup de fil et que j'avais été très menaçant. Ce n'était pas le cas. En réalité, j'ai été très aimable. Je l'ai félicité pour sa victoire. Mais quand ils lui ont demandé « Vous êtes-vous senti menacé ?» il ne savait même pas de quoi il parlait. Il a été très honorable. Il aurait pu faire du cinéma, dire « Oui, je me suis senti menacé, je me suis senti menacé. » Il ne l'a pas fait. Et comme vous le savez, je m'entends très bien avec Poutine. Je dirais à Poutine, tu dois trouver un accord. Je dirais à Zelensky, tu dois trouver un accord. Je dirais à l'un, tu vas te remplir les poches d'argent. Je dirais à l'autre, tu n'auras pas d'argent. J'obtiendrai un accord en 24 heures. Maintenant, ça n'aurait jamais dû arriver. Il y a des milliers, des centaines de milliers de morts en ce moment. Des centaines de milliers. Des villes sont complètement anéanties.
Je ne sais pas si vous avez déjà vu les villes après les roquettes. Aucun bâtiment ne tient encore debout. Ça ressemble juste à une zone de démolition. C'est tellement horrible. Triste. Et vous savez, ensuite ils diront, 2 personnes ont été blessées. Non, des centaines et des milliers de personnes ont été tuées. Vous allez découvrir, quand tout cela sera terminé, que le nombre de morts est bien plus élevé que ce qu'on vous dit. Ils ne vous disent pas la vérité. Des milliers, des centaines de milliers de personnes meurent. Ces villes sont en train d'être anéanties. Et en gros, ils disent, quelle est votre position? Êtes-vous pour la Russie ou pour... Je suis pour une chose très simple. Je veux empêcher les gens de se faire tuer et je ferai cesser... Alors, il y a une frustration croissante. Pourquoi? Parce que il espérait avoir une petite discussion avec Poutine et ça se finirait très rapidement. Mais M. Poutine a des demandes qu'il faudrait rencontrer avant de finir la guerre. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas un monsieur là comme arrêtez la guerre, arrêtez là-bas, fini. C'est pas comme dans des pays africains, les Rwandais, les Congolais, venez ici, signez le deal là à 3, on va partager nous 3. Fini, ok chef, ok. Non, ça c'est Vladimir Poutine. Alors monsieur Trump est frustré par rapport à ça. Les menaces de Trump. Trump a menacé des sanctions tant contre la Russie que contre les acheteurs des exportations, à moins qu'un progrès tangible soit réalisé. Ce qu'il essaie de dire là, c'est quoi? Je vais sanctionner dans 10 jours, je sanctionne et la Russie et ceux qui achètent de la Russie. Donc on est en train de cibler des grands pays ici. On parle de la Chine, on parle de l'Inde, on parle de beaucoup de pays qui sont assez puissants. Si vous achetez des produits russes, vous serez aussi sanctionné. On va voir ça tout de suite. L'ancien président Medvedev a réagi. Entre eux, ils jouent au good cop, bad cop. Un bon policier, mauvais policier. Poutine étant le bon policier, Medvedev, il freine pas, hein, il dit ce qu'il a à dire. Il a rappelé 2 choses à M. Trump. La Russie est ni l'Israël, ni l'Iran. Ce n'est pas donc à vous, M. Trump, du haut de votre Maison Blanche, de nous donner des ordres. On n'a rien à écouter de vous, rien du tout. Il continue en disant que le nouvel ultimatum constitue une menace directe et une escalade vers un conflit avec les États-Unis. Chaque ultimatum, parce que bon, c'est le genre de Trump, hein. Faites ça, sinon je veux punir. Ok, arrangez avec les Blancs en Afrique du Sud, sinon vous vivrez les sanctions. Arrêtez les génocides des Blancs, sinon vous allez être décapité. C'est comme ça, généralement. Mais Medvedev dit, chaque ultimatum que vous... Donc vos menaces là, chaque fois que vous menacez, vous êtes en train de nous pousser 1 centimètre vers la 3e guerre mondiale. Et c'est exactement ce que vous ne vouliez pas, pendant que Joe Biden était au pouvoir. Ne suivez pas la voie de Sleepy Joe. Là, il parle de Sleepy Joe. Sleepy Joe, c'est-à-dire Joe dormant. Joe somnolent. Somnolent Joe. Voilà comment Trump s'adressait à Joe Biden à l'époque, disant le somnolent Joe. Pourquoi? Parce que Joe Biden est âgé et il a perdu, en tout cas, une grande partie de ses capacités intellectuelles et mentales. Et voilà, il paraissait comme quelqu'un qui se couchait ou qui dormait. Il appelait Joe Biden Sleepy Joe. Et maintenant, Medvedev lui rappelle, ne suivez pas la voie de Sleepy Joe. Parce qu'à l'époque, Trump disait à chaque fois qu'on venait très près de la guerre, la 3e guerre mondiale, il disait, c'est à cause de Sleepy Joe, nous sommes là. Si moi j'étais là, il n'y aurait pas de guerre contre la Russie. Et là, Medvedev lui rappelle, ne suivez pas la voie de Sleepy Joe. Donc vous critiquiez avant d'être au pouvoir. Lors de sa campagne électorale l'an dernier, Trump a fortement critiqué la gestion de conflit ukrainien par Joe Biden, affirmant que la politique américaine avait rapproché le monde d'une 3e guerre mondiale. Donc, est-ce que M. Trump serait en train de partir à l'encontre de ses propres paroles? Le ministre russe d'Affaires étrangères, un homme très intelligent, Sergei Lavrov, il dit ouvertement et sans mâcher les mots, « Notre principale mission est de vaincre l'ennemi. Pour la première fois dans l'histoire, la Russie combat seule contre l'ensemble de l'Occident. Lors de la Première et Seconde Guerre mondiale, nous avions des alliés. Aujourd'hui, nous n'en avons aucun sur le champ de bataille. » Lavrov va insister sur le fait que la Russie ne renoncerait pas à ses revendications sécuritaires fondamentales. Notamment, donc, la Russie a des revendications sécuritaires. Voilà les raisons pour lesquelles ils sont partis en guerre. Donc, M. Trump ne peut pas venir du jour au lendemain disant « je vous donne 10 jours pour finir la guerre ». Non, nous sommes partis en guerre pour des causes, pour des raisons bien précises. Si ces raisons ne sont pas examinées, la guerre ne finira pas. Pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Aucune nouvelle expansion de l'OTAN. Donc, comme promis dans le passé, pour ceux qui ne comprennent pas, avant, au départ, Berlin, que vous connaissez, en Allemagne, était divisé en 2. Une partie était occidentale, c'est-à-dire capitaliste, appartenant, gérée par les Européens, et une partie de l'Est était occupée par les Soviétiques. Donc, c'était communiste. Alors, on a fait une demande à l'Union soviétique à l'époque, disons ouvertement, s'il vous plaît, permettez à ce que Berlin soit libéré. On va casser le mur qui sépare Berlin à 2. En cela faisant, qu'est-ce qui va se passer? On vous promet que l'OTAN ne se rapprochera pas d'un seul centimètre vers l'Orient, donc vers l'Est. On vous promet, si Berlin devient une seule ville, nous n'avancerons pas vers l'Est. Donc, l'OTAN ne va pas influencer ou essayer d'influencer un seul centimètre vers l'Est. Les Russes trouvent que, avec le temps, cette histoire a complètement été balancée par la fenêtre. C'est-à-dire, regardez tous ces pays ici avant que Berlin ne soit libéré. Mais regardez la même carte plusieurs années plus tard. Tous ces pays ici, la Pologne, la Géorgie, tout ça, n'étaient pas dans l'OTAN. Maintenant, ils font partie de l'OTAN. Alors, les Russes, l'une des raisons de leur bataille, c'est que l'Ukraine ne peut pas faire partie de l'OTAN. Parce que ça représente un danger existentiel pour eux.
Si l'Ukraine faisait partie de l'OTAN et qu'il y avait une bombe nucléaire placée en Ukraine quelque part, il suffirait de 5 minutes de vol pour éclater Moscou pour de bon. Et pour eux, ça ne peut pas être toléré. Donc, numéro 1, pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Numéro 2, aucune nouvelle expansion de l'OTAN. Il ne faut pas pousser l'OTAN vers l'Est. On n'en veut pas. Numéro 3, il a également déclaré que tout règlement de conflit devra reconnaître les nouvelles réalités territoriales. C'est-à-dire, toutes les terres qui ont été gagnées par la Russie aujourd'hui ne seront plus attribuées à l'Ukraine, si vous voulez qu'on finisse la guerre. Donc, je répète, pas d'OTAN pour l'Ukraine. Secondo, pas d'expansion de l'OTAN. Tertio, les terres qui ont été prises par la Russie ne seront pas négociées. Si vous ne faites pas ça, il n'y a pas de fin de guerre. Donc, il n'y a pas de M. Trump venant ici, forçant qui que ce soit de finir la guerre. Si ces 3 choses ne sont pas respectées, nous vous rappelons que nous ne sommes ni Israël, ni l'Iran. Alors, en parlant d'un esprit menaçant, M. Lavrov va encore continuer en disant... C'est quelqu'un de très psychologique. Il compare les États-Unis en disant « Quand vous êtes un enfant et que vous jouez dans la cour, parfois un garçon plus âgé arrive et commence à intimider les petits. » C'est-à-dire, c'est à peu près ça ce que l'Occident fait au reste du monde. Donc vous êtes à l'école, il y a le monsieur là qui se sent plus fort que tout le monde, qui vient intimider tout le monde. C'est ça que l'Occident fait. Et nous rejetons cela. Alors qu'est-ce que Trump pourrait faire? Trump pourrait imposer des sanctions primaires contre la Russie, c'est-à-dire des sanctions ciblées contre les banques, les entreprises énergétiques et l'industrie de défense russe. Ils peuvent encore geler les avoirs, bloquer les transactions bancaires, interdire l'exportation de technologies sensibles. Quels seraient les impacts de ces sanctions? Écoutez bien que la Russie soit déjà sous forte sanction depuis 2022, Trump pourrait viser de nouveaux secteurs, c'est-à-dire renforcer l'application des mesures existantes ou combler les lacunes, les trous où la Russie est en train de produire. On a sanctionné la Russie depuis un temps. Ils ont survécu à ça. Alors Trump pourrait chercher des moyens à travers lesquels bloquer les trous, colmater les endroits où les Russes se faisaient de l'argent. Ils peuvent faire ça. Numéro 2, Trump pourrait aussi instaurer des tarifs secondaires, c'est-à-dire contre les pays qui sont en train d'aider la Russie. Au fait, Trump est en train de proposer des tarifs punitifs jusqu'à 100% sur les pays qui achètent de l'énergie russe, comme la Chine, l'Inde et certains pays africains. Donc les pays africains qui travaillent avec la Russie aujourd'hui pourraient être frappés à hauteur de 100% de tarifs. Okay, on parle de la Chine, l'Inde et plusieurs pays africains. Bon, comment cela se traduit? Ça veut dire, si vous exportez par exemple des choses aux États-Unis, parce que beaucoup de pays africains le font à travers AGOA qui permet à plusieurs pays africains en tout cas de revendre leurs histoires dans le marché américain sans avoir à payer les tarifs ou des taxes. On pourrait dans ces cas frapper ces pays à 100%, c'est-à-dire annuler carrément les bénéfices qu'ils ont à travers AGOA. Ceci ne se limite pas seulement chez les Africains, car il y aura aussi la Chine et l'Inde. Sont-ils prêts à jeter l'éponge? Alors, quel est le contexte du conflit jusque-là? La guerre en Ukraine a commencé évidemment en février 2022 avec l'invasion à grande échelle de la Russie. Les États-Unis sous Joe Biden ont imposé des sanctions massives sur les banques russes, exportations énergétiques, entreprises de défense et oligarques. Ils ont frappé espérant annuler tout ce que la Russie est en train de faire. Numéro 3, l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'OTAN ont soutenu militairement et financièrement l'Ukraine, espérant pouvoir pulvériser la Russie. Et numéro 4, la Russie a maintenu ses échanges avec la Chine et l'Inde et certains pays africains malgré son isolement croissant vis-à-vis de l'Occident. Jusque-là, c'est difficile. Bien que Trump ait repris les dialogues avec la Russie et plaidé pour des négociations directes entre Kiev et Moscou, Trump exprime, comme on le voit, évidemment, de plus en plus son impatience face à la lenteur des pourparlers. Il aurait bien voulu que tout le monde s'arrête, parce que c'est Trump qui parle. C'est le genre de personne. Quand moi je parle, vous arrêtez tout ce que vous faites. Voilà pourquoi Medvedev a dit, nous ne sommes ni Israël, ni l'Iran, à qui vous pouvez dire n'importe quoi. C'était pour dire, voilà pourquoi Poutine est en charge. Voilà pourquoi tu n'es pas le président. Je rappelle que Medvedev a aussi été président de la Russie à quelques reprises. Et là, Trump lui dit, ah voilà, Poutine mérite parce qu'il est plus calme, plus... Mais Medvedev, c'est un peu le genre de Trump. Il se cache pas, voilà, il ne se freine pas. Et ça, c'est très difficile. Voilà ce que c'est, les amis. Monsieur Vladimir Poutine a émis son ultimatum. Je sais pas si les Russes aiment ça du tout. Donc, c'était de 50 jours. Il avait d'abord commencé à 50 jours pour trouver la solution. Après avoir fait quelques voyages, discuté avec des autorités européennes, il dit, bon, ça sert à rien de faire 50 jours, 10 ou 12 jours. Si en 12 jours n'est pas de solution, en tout cas, vous allez en subir les conséquences. Vous voulez comprendre la moyenne du comportement des citoyens d'un pays? Regardez leur président. Vous voulez comprendre comment les gens fonctionnent, comment ils réfléchissent, comment ils agissent. Vous voulez justifier comment ils sont si vous avez déjà expérimenté leur présence. Regardez le président. Examinez le comportement du président. Ça se reflète immédiatement chez les citoyens. Le président, c'est comme le père. C'est comme le papa. Quand un papa est quelqu'un de bien cadré dans sa tête, c'est une personne bien dans ses bottes, respectueuse, correcte, sérieuse, ça se reflète chez les enfants. Vous voyez, ça ce sont les enfants de monsieur tel. Ça ce sont les enfants. Moi je me souviens, mon père me disait toujours, il faut chercher à t'associer avec les enfants de papa tel. Il faut toujours être avec les enfants de papa tel. Pourquoi? Parce que voilà, c'est une chose qu'il comprenait depuis longtemps que moi je ne comprenais pas.
À l'époque, je pensais que papa voulait simplement faire une restriction autour de mes associations, sans vraiment comprendre pourquoi. Mais le pourquoi est simple. Le père est reflété chez les fils. Le président est reflété chez la population. Si c'est une population vagabonde dans la tête, irrespectueuse, regardez le président, regardez son passé, vous verrez des vidéos en train d'insulter. Ah oui. C'est une population sans tête, une population trouillarde. Regardez le président, c'est un trouillard. C'est un peureux. C'est une population qui parle beaucoup, fanfaronne. Regardez le président, il est probablement prolixe ou loquace aussi, en retour. Ibrahim Traoré, nous sommes au Burkina Faso, évidemment. Au Burkina Faso, on a introduit un service communautaire. Service communautaire pour infractions routières. C'est-à-dire, vous faites des infractions routières, au lieu de vous faire payer des amendes en argent, vous faites des services qui bénéficieront à la population entière. Donc, au lieu de faire des infractions, rouler trop vite, franchir la ligne après les feux, conduire comme un malade pour payer des factures ou payer des impôts, enfin payer en argent, on vous fait travailler physiquement. Et depuis avril 2025, le Burkina Faso a instauré le travail d'intérêt général, ou le TIG, comme sanction alternative pour les contrevenants de code de la route dans le cadre d'une stratégie visant à renforcer la citoyenneté, réduire les accidents et alléger la charge du système judiciaire. C'est simple, ok? L'objectif c'est renforcer la citoyenneté, réduire les accidents, alléger la charge du système judiciaire qui en a déjà jusqu'au cou. Vous voyez un principe simple qui fonctionne. Parce que bon, naturellement, si on vous demandait de payer de l'argent, ça pourrait fonctionner parce que l'argent irait dans les caisses du gouvernement. Bon, pas pour les pays, là, les républiques bananières qui, finalement, en fin de compte, ça crée la corruption. Parce que quand je viens, vous trouvez l'officier Banganga, monsieur officier Banganga, il faut que je paye 100 000, mais je peux te payer 30 000. Ça sera pour toi, que ce soit pour le gouvernement. Et en fin de compte, ça crée une corruption. Mais là, on vous montre, l'objectif, c'est pas retirer de l'argent de la population burkinabèse. L'objectif, c'est de créer des citoyens normaux dans la tête. L'objectif, ce n'est pas votre argent. OK? Parce que les gens pensent que la punition ultime, c'est retirer l'argent d'une personne. Non, c'est pas ça. L'objectif, le gouvernement veut créer des citoyens normaux dans la tête. Alors, comment on crée un citoyen normal? Comment on crée un enfant qui, finalement, dans l'avenir, deviendra quelqu'un de normal? On punit l'enfant en accord avec le crime ou l'acte qu'il commet. Dans ce cas, travail communautaire. Qu'est-ce qui se passe? Donc, travail à intérêt général pour les infractions routières pour plusieurs villes, notamment la capitale, Ouaga, Bobo-Dioulasso, des Goudou, des Kondogo. La police a commencé à imposer ces travaux à ceux qui enfreignent le code de la route. Et c'est très beau à voir, vous savez. C'est-à-dire, il n'y a pas que les Burkinabés qui sont punis quand ils font des erreurs. Il y a aussi des Blancs. Il y a aussi des Chinois. Contrairement dans vos pays, des républiques bananières, où un Chinois ne peut jamais être remis en question. Jamais de la vie. Il va appeler un général. Ah non, monsieur le général. Ah oui, c'est comme ça. Vous avez un petit problème avec un étranger, un Libanais, un Pakistanais, c'est le général qui vient dealer avec vous. On vous met dans la voiture, il n'y a pas de justice pour les locaux. Encore une fois, vous voulez comprendre le comportement d'une population, regardez le président. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. En effet, à Ouagadougou, le 1er avril 2025, 75 jeunes, y compris des filles, ont été arrêtés pour des acrobaties et non-respect de feu ou conduite à contresens, furent assignés à des travaux d'intérêt général, notamment le nivellement d'un trochon à pavé. Ça, ce sont des lois qu'il faut appliquer au Cameroun. Ce sont des lois qu'il faut appliquer en RDC, où il y a des gens il y a même un policier qui s'est fait abattre, il s'est fait tabasser, taper, tuer. Pourquoi? Parce qu'il a bloqué un convoi d'un personnage des politiques dont les gardes du corps sont rentrés plus tard pour le tabasser. On l'a tabassé. Pourquoi? Parce qu'il a dit, vous ne passez pas en contresens. Vous ne faites pas ça. Quel est le message que vous montrez à la population? C'est ça. Si le leadership fait des choses comme ça, comment êtes-vous choqué de voir la population normale? Attends, papa enlève son pantalon et commence à danser. Vous êtes étonné de voir que les enfants enlèvent leur pantalon. Ici, tout le monde passe au tapis. La machine à rouler passe sur tout le monde. À Tinkodogo, 145 personnes ont été soumises aux travaux pour intérêt général. Pour non-respect de feu, stationnement, même surcharge de tricycle. Dans certains pays, on met 12 personnes dans une voiture de 4 places. Et vous vous attendez à vivre comment? Vous êtes comme des moutons. Et quand Trump vous dit que ce sont des républiques bananières, vous vous fâchez. Oh, racisme. À Bobo-Dioulasso, plusieurs centaines de personnes ont participé à des opérations de nettoyage urbain dans des zones comme des boulevards de l'indépendance sous le recadrement de l'autorité locale. Les contrevenants souvent sont jeunes conducteurs, étudiants ou travailleurs informels, doivent effectuer des tâches pratiques comme curage de caniveaux, nettoyage des rues, des places publiques et tout sous supervision policière.
On veut responsabiliser le citoyen en les impliquant activement dans la propriété et la discipline urbaine. C'est comme ça qu'il faut traiter les gens. En fait, il y a des pays en Afrique, il faut chicoter des gens. Il faut chicoter des gens. Pourquoi? Parce que l'homme est naturellement animal. Quand il n'y a pas de loi, quand il n'y a pas respect de loi, ou quand il y a possibilité d'esquiver l'application de la loi, les gens se comportent comme des animaux. Il est nécessaire de discipliner les gens, sinon ils sont comme des animaux. Alors comment les Ouagalais acceptent cette histoire? Comment ils perçoivent cette nouvelle loi? À Ouagadougou, les Ouagalais ont salué la mesure en qualifiant de juste et dissuasive, en soulignant que le curage des caniveaux rend la ville propre tout en disciplinant les usagers indisciplinés. Bravo! Bravo au président burkinabé. Ça, c'est le genre d'histoire que vous voyez dans certains pays. Même au Rwanda, vous connaissez le Rwanda? J'ai déjà été, vous n'avez jamais été. Le Rwanda est un pays très intéressant. On dit qu'Kigali est la ville la plus propre d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils sont disciplinés. Comment ont-ils été disciplinés? On discipline les gens d'abord par la force. Même votre enfant, il faut le taper pour qu'il redevienne normal quand il fait des bêtises. C'est essentiel, c'est nécessaire. Au Rwanda, par exemple, on ne jette pas des bêtises, on ne jette pas des pots de bananes dans les rues. Il n'y a pas de sachets ou de plastique qu'on jette dans les rues. Ça crée un environnement humain. Autant on ne peut pas dire que ça finit la pauvreté, mais ça finit déjà la pauvreté mentale. C'est un grand début. On ne peut pas être pauvre physiquement et pauvre mentalement. Bravo au Burkina Faso pour cette idée de discipline qui est très importante pour les Africains. Je l'ai toujours dit dans le passé, je le répéterai encore une fois. En Afrique, on ne peut pas parler de développement sans parler de comportement. Le Burkina Faso a aussi interdit des vêtements de seconde main. Les vêtements de seconde main, pour la plupart, viennent des États-Unis d'Amérique. Vous connaissez ce que c'est, n'est-ce pas? Ça dépend de comment vous appelez ça chez vous. Faites-moi savoir. Comment vous appelez les habits de seconde main chez vous? Ça s'appelle comment? Ce sont ces genres d'histoires qui sont souvent déversées en Afrique. Par quels moyens? À travers les ONG, qui généralement vont dans des maisons, porte par porte, aux États-Unis, disant, vous allez aider quelques singes africains là-bas qui n'ont pas d'habits et tout le bazar. Est-ce que vous avez quelques caleçons, je sais pas, quelques... Voilà. On envoie ça en Afrique. Okay? On met ça dans des sacs, dans des ballots, on l'envoie en Afrique. L'objectif, c'est donner gratuitement à ces pauvres Africains, n'est-ce pas? Mais est-ce que ces pauvres Africains, s'ils existent, en reçoivent vraiment gratuitement? Absolument pas. C'est un gros business de 950 millions de dollars en 2022. C'est ça l'argent qui se font à travers la vente, la revente des habits à seconde main qu'ils prennent gratuitement chez les Américains. Alors le Burkina Faso dit on n'en veut plus. Okay. Le Burkina Faso considère l'afflux massif des vêtements usagés, bon marché souvent exportés par associations caritatives, comme nuisible à son industrie textile locale. Bravo, c'est ça. C'est nuisible. Pourquoi? Parce que quand vous emmenez des trucs gratuits venant des États-Unis, vous déstabilisez le marché local textile. Donc ceux qui veulent se lancer sont en incapacité d'avancer, de progresser, parce qu'il y a une compétition assez forte et à moins cher. Évidemment, celui qui revend n'a pas vraiment acheté les habits là-bas. Il a pris ça gratos. Il peut mettre à n'importe quel prix, déstabilisant ainsi le jeune burkinabé ou la femme burkinabé qui essaye de se... Voilà. Les autorités ont aussi présenté cette mesure comme une manière de retrouver la fierté culturelle et de réduire la dépendance aux vêtements d'associations venues de l'étranger. Ce n'est pas nouveau ça. Ça, c'est une idéologie de Thomas Sankara qui à l'époque déjà parlait de ça. Il voulait que le burkinabé s'habille burkinabé. Voilà, vous êtes là avec la publicité Levi's. Faites la publicité de Levi's. Bon, c'est bien. Je vois le jean avec c'est bien cousu là, Levi's. C'est bien. Mais ça c'est américain, ouais, même c'est américain en bas, San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voilà, c'est ça la mentalité. C'est pas acheter des villas. Au fait, il y a des présidents ici qui sont comme des stars. Vous voyez un président, vous vous posez la question de savoir c'est un musicien ou bien c'est un acteur de cinéma. C'est ça. En fait, c'est le syndrome, main character syndrome, le syndrome du caractère principal. Le président devient le caractère principal. Pourtant, ce n'est pas censé être comme ça. Le président est derrière, il fabrique des choses qui grandissent la population. En fait, il y a certains pays où le président est grand. Il est tellement grand que ça étouffe la population. C'est incroyable. Évidemment, les défis sont là. Les risques de hausse des prix pour le consommateur qui dépendait des vêtements usagés abordables. Évidemment, il faudra dépenser désormais de l'argent pour acheter les histoires burkinabés qui ne sont pas nécessairement au même prix que les habits de seconde main que vous aviez. L'autre risque le plus grand, c'est la perte d'accès d'AGOA, perte d'accès de privilèges commerciaux, surtout celui que les États-Unis accordent aux Africains. Généralement, AGOA, pour ceux qui ne savent pas, c'est un système créé par les Américains, dans l'objectif de permettre aux pays africains ou les républiques bananières, enfin bref, pas tout le monde, mais la grande majorité, de pouvoir exporter aux États-Unis d'Amérique. Si vous produisez des bananes,
des avocats ou des habits, peu importe, vous pouvez exporter aux États-Unis d'Amérique sans avoir à payer des taxes supplémentaires, des tarifs. Ok, c'est comme un marché local, c'est au même prix. Maintenant, si vous revendez votre histoire, que vous revendez généralement à 10 $ par exemple, dans votre pays, aux États-Unis, vous pouvez revendre à 50 $. Pourquoi? Parce que les Américains ont un pouvoir financier beaucoup plus élevé que le vôtre. C'est ça, AGOA. Beaucoup de pays africains ont profité jusque-là. Alors, le risque est que, en refusant d'accepter les habits second main venant des États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique risquent de dire au Burkina Faso, écoutez, vous ne ferez plus partie de l'AGOA. Bon, AGOA aussi, il faut dire, c'est un système dont les Américains utilisent quelquefois pour recadrer un peu les Africains. C'est-à-dire, si vous ne faites pas les choses selon leurs intérêts, si vous ne votez pas pour l'intérêt des Américains, si vous ne votez pas contre la Russie, par exemple, si vous ne faites pas partie de ceux qui embrassent la politique étrangère américaine, on peut vous dire, écoutez, vous ne ferez plus partie de ceux qui bénéficient d'AGOA. Parce qu'AGOA, évidemment, est renouvelable chaque, je ne sais pas combien de temps. Okay? Il y a certains pays qui ont vécu ça d'ailleurs. Le Rwanda abolit les habits de seconde main. Évidemment, effectivement, pour promouvoir la culture locale, pour permettre aux Rwandais de pouvoir bénéficier du marché rwandais. Et évidemment, ils ont eu des problèmes avec AGOA. Ils bénéficiaient d'AGOA, mais on les a mis de côté. De même pour l'Ouganda, qui aussi traversait les mêmes difficultés. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Une nouvelle loi au Burkina Faso, vous faites des bêtises dans les rues, on ne vous jette pas en prison, mais vous allez travailler. Dans la boue, que tu sois chinois, libanais, français, pas de privilège, oh c'est un blanc. Non, comme dans un pays là comme ça, les Indiens ont tabassé leurs enfants en Inde, on a même tué certains. Mais leur propre population s'est levée dans la capitale pour aller faire du bruit, pas pour taper, mais faire du bruit devant les boutiques des Indiens, pour faire passer le message que nous en avons marre. Les policiers du pays, qu'on ne cite pas, hein, les policiers ont commencé à taper les gens locaux. On a frappé les gens parce qu'ils sont partis réclamer devant les boutiques des Indiens et l'ambassade, disant « Vous ne pouvez plus tuer nos enfants comme ça, comme nos enfants étudiants qui sont partis là-bas pour étudier. » Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Encore une fois avant de finir, vous voulez comprendre la population, regardez le président. C'est le président, dans son attitude, son comportement, son histoire, régit le logiciel intellectuel et social de sa population. God bless.